Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale, aujourd'hui consacré à l'école. Commençons, comme d'habitude, par le sommaire. Dans une première partie, nous parlerons du rôle de l'école dans la société française. Dans une deuxième partie, nous nous poserons la question de savoir si aujourd'hui l'école est un système en échec. Et dans une troisième partie, nous évoquerons la question de savoir si l'école est une zone dangereuse ou non pour les enfants. Commençons donc par la première partie, consacrée au rôle de l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système d'enseignement français est fondé sur des grands principes qui sont les suivants. L'école est obligatoire, gratuite et laïque, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de différence entre les religions. L'instruction est obligatoire entre 6 et 16 ans. Les personnels et les élèves sont soumis à une neutralité d'opinion. Et enfin, la liberté de l'enseignement est reconnue aux établissements privés. Les objectifs de l'école en France se retrouvent dans deux textes. Le premier, c'est la Constitution de 1946 qui déclare « La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Le deuxième texte, c'est la loi de la refondation de l'école du 8 juillet 2013. Elle va fixer la mission première à tous les niveaux de scolarité. La mission de l'école, c'est donc de transmettre les valeurs de la République, de redéfinir les programmes, de développer le numérique éducatif et de reconstruire la formation des enseignants. Voici un schéma qui résume la manière dont est structuré le système éducatif français. Il est donc structuré avec l'école maternelle, puis l'école élémentaire, le collège, le lycée, et ensuite l'enseignement supérieur. À partir de là, l'individu rentre dans un système de formation continue. Comment se structure l'école au niveau du premier degré? L'école maternelle, c'est le premier contact avec l'institution éducative. Elle va permettre une intégration des rythmes scolaires, un développement de la socialisation de l'enfant, une sensibilisation à la pédagogie d'activité. L'école élémentaire, par la suite, concerne les élèves de 6 à 11 ans sur 5 niveaux. CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Elle vise à l'acquisition du socle commun des connaissances, de compétences et de culture à travers toutes les disciplines enseignées. Le second degré en France est structuré autour de deux établissements, le collège et le lycée. Le collège va s'adresser aux élèves de 11 à 15 ans. Le lycée, lui, s'effectue sur 3 niveaux, seconde, première et terminale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au collège et en seconde, les programmes sont communs à tous les élèves. Ensuite, à partir de la première, l'élève a le choix entre une voie générale et technologique. L'objectif de l'école est de transmettre deux choses aux enfants. Tout d'abord, les valeurs de la République, qui sont le fondement de la lutte contre l'intolérance, le racisme et l'antisémitisme. Deuxième chose, l'école a un rôle sanitaire. Finissons notre chapitre en rappelant que l'école lutte pour l'égalité. L'égalité à deux niveaux. Tout d'abord, une égalité entre filles et garçons. Une deuxième égalité, c'est l'égalité des chances. C'est le principe de justice incontestable parce qu'il est juste que les sociétés démocratiques en fait, permettent à tous les individus de prétendre occuper toutes les positions sociales. Et l'école défend donc cette égalité des chances. Nous arrivons à la deuxième partie de notre cours. Dans cette partie, nous allons traiter des différents problèmes auxquels fait face l'école depuis quelques décennies. Tout d'abord, l'école est souvent accusée d'être un lieu de reproduction des inégalités sociales. Le sociologue Pierre Bourdieu a notamment théorisé le fait que l'école était un lieu de reproduction des inégalités sociales. Selon lui, la réussite scolaire dépend de l'héritage culturel des enfants. Et les enfants des classes dominantes disposent d'une culture beaucoup plus importante qui est transmise par leurs parents. Et ce qu'il va se passer, c'est que l'école valorise ce capital qui est transmis. Selon Bourdieu, un individu à sa naissance reçoit des capitaux, qui forment ce qu'on appelle son habitus. Bourdieu définit trois types de capitaux. Le premier, c'est le capital économique, qui est l'ensemble des revenus, patrimoine d'un individu. Le deuxième capital, c'est le capital culturel, qui est l'ensemble des qualifications intellectuelles d'un individu. Et le troisième capital, c'est le capital social,
et l'ensemble des réseaux d'un individu. Ce que dit Bourdieu, c'est que les enfants des classes dominantes reçoivent beaucoup plus de capitaux que les autres enfants, et que l'école va notamment valoriser des capitaux comme la culture générale, le langage, c'est-à-dire le capital culturel. Pierre Boudon a aussi théorisé le fait que l'école était un lieu de reproduction des inégalités sociales, mais il l'a fait d'une manière différente. Selon lui, les inégalités scolaires sont liées aux stratégies familiales. En effet, l'école va proposer aux élèves des choix d'orientation, et chaque famille détermine ses choix d'orientation en fonction des coûts et des risques qui sont liés à cette orientation. Ce que constate Boudon, c'est que les stratégies d'orientation sont fortement influencées par l'origine sociale des individus. Par exemple, les catégories populaires vont sous-estimer les avantages scolaires et surestimer les risques. Ils choisissent donc des filières moins valorisantes sur le marché du travail. Nous avons vu la théorie, maintenant voyons la pratique, voyons la réalité du terrain. En réalité, nous sommes sur une pente négative. Les inégalités sociales se transforment et s'aggravent en inégalités scolaires. Depuis 2002, il faut savoir que le poids de l'origine sociale sur les performances des élèves de 15 ans a augmenté de près de 33%. Mais surtout, le poids de l'origine sociale sur les performances des élèves est plus fort en France que dans tous les pays de l'OCDE. Et c'est pour cela que la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a défini cet objectif: réduire de moitié les écarts de réussite scolaire entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres élèves de France. Autre symptôme qui montre que l'école est peut-être un système en échec, c'est la montée de l'illettrisme. Et un chiffre est particulièrement révélateur. Aujourd'hui, 1 jeune sur 5 quitte le système scolaire chaque année sans diplôme. Ce que souligne l'OCDE, c'est que l'échec scolaire n'est pas directement lié à la performance d'un système. Cependant, le peu de semaines de cours en France, 35 contre 38 en moyenne dans les pays de l'OCDE, peut générer des problèmes pour ensuite gérer un éventuel échec. Mais il faut surtout comprendre que l'origine la plus courante de l'échec d'un enfant est liée à son histoire personnelle et non pas à la performance d'un système. Après, il faut reconnaître aussi que l'école française, par ses méthodes encore trop traditionnelles, qui placent le maître, le professeur et les savoirs au centre du processus éducatif, ne donne pas assez de sens aux apprentissages et surtout accepte les échecs comme des fatalités. L'illettrisme est un problème grandissant pour le système scolaire français. L'illettrisme, en fait, désigne une situation d'une personne qui a bénéficié d'apprentissage, mais qui n'a pas acquis ou qui a perdu la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Il faut donc la distinguer de l'analphabétisme, qui est la situation où une personne n'a même pas bénéficié d'apprentissage. Aujourd'hui, on estime que près de 2,5 millions de personnes se trouvent en situation d'illettrisme en France. Néanmoins, des actions sont menées. Par exemple, les actions éducatives familiales, AEF, vont jouer un rôle important dans la fédération des actions qui s'adressent aux parents en situation d'illettrisme. François Dubé est un sociologue qui a théorisé la crise de l'école. L'objectif ici est de vous présenter ses principales conclusions. Selon François Dubé, l'école est un modèle en crise et ce pour 3 raisons. La première, c'est qu'il entre dans l'école des élèves qu'il appelle non-croyants, c'est-à-dire des élèves qui ne jouent pas le jeu de l'école, qui n'ont pas envie d'apprendre. La deuxième raison, c'est qu'il y a une transformation profonde du rôle de l'école. En effet, aujourd'hui, tout le monde est scolarisé. La lutte pour les qualifications scolaires change totalement de nature et provoque une sorte d'obligation d'être qualifié. Mais le problème, c'est que comme plus de gens le sont, fatalement, le nombre de perdants est de plus en plus important. La troisième raison, le troisième changement qui fait que l'école est aujourd'hui un modèle en crise, c'est qu'il existe une crise de la culture scolaire. Selon François Dubé, la culture scolaire a été ainsi désenchantée et démagnifiée par notre culture de masse, dont on peut dire tout le mal que l'on voudra, et dans laquelle vivent les élèves et aussi les enseignants. L'école présente des inconvénients, selon François Dubé, qui justifieraient sa crise. Le premier inconvénient de l'école, selon lui, c'est qu'elle est non accueillante. Beaucoup d'élèves se rendent dans les établissements et se sentent maltraités et méprisés. Le deuxième inconvénient de l'école, selon François Dubé,
C'est ce qu'il appelle, en reprenant l'expression de Habermas, la crise des motivations. Je cite, bien des élèves vont à l'école en se demandant pourquoi. À mon avis, la véritable menace qui pèse sur l'école n'est pas la violence scolaire, mais le désintérêt scolaire. Beaucoup se demandent en effet si cela vaut vraiment le coup d'aller à l'école. Maintenant, nous arrivons à la troisième partie de notre cours consacrée à la violence à l'école. La violence peut se définir de trois différentes manières. La première, c'est en des termes juridiques. Les actes violents sont ceux qui sont punissables par la loi. La violence peut aussi se définir en termes d'agression envers autrui. Enfin, on peut définir la violence en termes de perception, de ressenti. On est dans un aspect beaucoup plus subjectif. Le premier type de violence qui existe à l'école, c'est la violence envers les élèves. Elle prend deux formes. Soit une violence entre les enseignants et les élèves, soit une violence entre les élèves eux-mêmes. La violence peut être physique, une agression, un coup, du racket. La violence peut être verbale, des rumeurs, des insultes, des moqueries. Et la violence peut être envers des objets, à travers des vols ou encore des dégradations volontaires de matériel. Mais à côté de cela, il existe aussi des violences envers les enseignants, qui prennent le plus souvent la forme de violences verbales, comme des menaces ou des injures, d'impolitesse ou de comportements d'élèves jugés irrespectueux. L'école fait aujourd'hui énormément pour lutter contre les violences en milieu scolaire. Le premier moyen de lutte, c'est la prévention. Par exemple, lorsqu'un élève est subi des moqueries, il faut être capable de l'identifier et de tout de suite y mettre un terme. Il y a aussi un renforcement de la présence des adultes dans les établissements, avec la mise en place des assistants de prévention et de sécurité, en complémentarité avec les équipes mobiles de sécurité. L'un des leviers en fait pour prévenir et lutter contre la violence à l'école, c'est la formation initiale et continue des personnels. Et c'est sur ce point qu'assistent les gouvernements successifs. Autre forme de violence à l'école, le harcèlement. On dit qu'un élève est victime de harcèlement scolaire lorsqu'il subit de la part d'un élève ou d'un groupe d'élèves des actes de violence répétés, que cette violence soit verbale d'ailleurs, physique ou psychologique. Le premier aspect du harcèlement, c'est la violence. Il y a souvent un rapport de force et de domination. Le deuxième aspect du harcèlement, c'est la répétitivité. Il s'agit souvent d'agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période. Le troisième aspect du harcèlement, c'est l'isolement de la victime. La victime est souvent plus petite, plus faible physiquement et dans l'incapacité de se défendre. Que disent les chiffres sur le harcèlement? Dans le premier degré, une enquête montrait par exemple que 5% des élèves de cycle 3, c'est-à-dire de CE2, de CM1 et de CM2, étaient victimes de harcèlement sévère. Au collège, c'est encore plus important, puisque le harcèlement sévère toucherait 7% des élèves. À partir du lycée, cette tendance décroît. Le harcèlement sévère toucherait 3,4% des élèves. Avec le développement d'Internet et des nouvelles technologies, il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 1 élève sur 5 a déjà connu de la cyberviolence. Le harcèlement scolaire va faire des ravages sur un individu à 3 niveaux. Tout d'abord au niveau scolaire, puisque l'élève ne peut plus se concentrer sur son travail à l'école. Il est donc beaucoup plus susceptible d'être en échec. Deuxième aspect, le harcèlement fait des ravages au niveau psychique. Il s'accompagne souvent de stress, de perte de confiance, d'angoisse, qui viennent contribuer à la perte des repères. Enfin, le harcèlement fait des ravages au niveau corporel. Le sommeil et l'appétit sont souvent perturbés. Avant chaque départ au collège, ce sont les maux de ventre et de tête qui arrivent, etc., etc. Vous comprenez donc qu'il y a une vraie nécessité de lutter contre le harcèlement scolaire en France. Et c'est bien pour cela que depuis le 4 août 2014, le harcèlement moral est explicitement reconnu comme un délit. C'est aussi pour cela qu'une campagne de lutte contre le harcèlement à l'école a été lancée en fin novembre 2013. Elle agit sur 4 paramètres: la sensibilisation, la prévention, la formation et la prise en charge. Vous retrouvez le schéma à droite dans votre cours sous format texte. Dernier aspect qui montre que l'école est une zone dangereuse, c'est l'existence de jeux dangereux.
Les jeux dangereux sont des pratiques qui mettent en danger la santé physique et ou morale d'un enfant. Il faut savoir que près de 1 enfant sur 10 a déjà joué à un jeu d'apnée ou d'évanouissement, soit environ 750 000 enfants de 6 à 15 ans. Il faut aussi comprendre que près de 50% d'entre eux l'ont fait pour faire comme les copains, 32% parce que c'est rigolo et 16% pour essayer de nouvelles sensations. On ressent généralement 4 types de jeux dangereux. Vous avez leur description dans le cours sous format texte. Premier type, les jeux de non-oxygénation. Deuxième type, les jeux d'agression. Troisième type, le catch. Et enfin, dernier type, les jeux de défi. Comment fait-on pour prévenir les jeux dangereux? Tout d'abord, on essaye de sensibiliser les élèves. Ensuite, on essaye de sensibiliser les adultes, notamment le personnel de l'éducation nationale, comme les surveillants, et surtout les parents, qui sont les premiers formateurs des jeunes. Enfin, après un incident, il est surtout impératif de soutenir l'élève victime. Il a notamment besoin d'être écouté, de retrouver confiance en soi et de retrouver sa dignité. Merci d'avoir suivi ce cours de culture générale. Comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques sur ce qui a été dit, venez nous les poser sur le chat ou directement par mail depuis notre plateforme. À bientôt sur Prep Academy.